Vous cherchez à consulter en toute confiance un sophrologue, hypnothérapeute, naturopathe ou réflexologue ? Alors découvrez Liberlo.com, le sponsor de cet épisode, une plateforme de réservation de praticiens certifiés et vérifiés de médecine douce que nous avons le plaisir d'accueillir. Liberlo œuvre pour la démocratisation et la reconnaissance des médecines douces grâce à une plateforme conçue pour être sûre, simple à utiliser et informative pour vous aider à mieux comprendre les médecines complémentaires. Leurs équipes effectuent une vérification rigoureuse des formations, diplômes et expériences des praticiens. Liberlo s'engage à favoriser le pouvoir d'agir de chacun pour son bien-être et sa santé et à aider les praticiens à développer leurs activités en toute sérénité. Alors trouvez l'équilibre et le praticien en médecine douce qui vous convient sur liberlo.com. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans une société où la performance et la disponibilité sont aujourd'hui encore érigées comme règles au travail, beaucoup ont l'impression de ne jamais être assez bien, assez bon. Imaginez quand le premier enfant arrive. Là encore, on exige des parents d'être formidables, présents et attentifs. Boulot et maison, ils doivent être partout et tout faire à la fois, avec le sourire, au point de se sentir nuls et mal dans tous les domaines de leur vie. On constate de plus en plus de burn-out et de dépression. Bienvenue dans ce monde qui véhicule une image idéalisée de la parentalité active, alors qu'aucun enfant n'arrive avec un mode d'emploi. Ce syndrome du Wonder Parent, mon invitée le connaît bien, parce qu'elle a accompagné des centaines de mamans et de papas, mais surtout parce qu'elle est elle-même mère de 4 enfants et qu'avant de devenir coach parental, elle a travaillé en entreprise. De son expérience et de ses observations, elle a tiré nombre d'outils qui permettent de prendre du recul et de mieux allier travail et famille. Bonjour Anne Pémira. Bonjour Marion. Anne, comment vous expliquez cette pression systémique qui pèse aujourd'hui sur les épaules des parents qui travaillent? C'est une pression qui engendre du stress, de la culpabilité, vous le dites, de la fatigue, et parfois ils s'en aperçoivent même pas, ils le savent pas. C'est ça aussi la double brimade, j'allais dire. Il y a un véritable mythe du Wonder Parent, où on a l'impression qu'effectivement, on doit pouvoir être à la fois un parent parfait auprès de ses enfants et ne rien lâcher au travail. C'est vraiment cette double injonction, travailler comme si on n'avait pas d'enfants, et élever nos enfants comme si on n'avait pas de travail. Une sorte de tabou, finalement, où on imagine que oui, on peut, avec le sourire, faire 2 journées en une. Alors, d'où ça vient ? Oui. Effectivement, il faut prendre un petit peu de recul en disant comment est-ce qu'on a pu créer une société comme ça qui ne tient pas compte, finalement, de la parentalité dite active, donc du fait de travailler et d'être parent. En fait, il faut remonter un petit peu dans le temps. Et on l'explique, finalement, quand on voit la révolution industrielle, au moment où on avait une répartition très genrée des rôles entre les femmes qui s'occupaient de la sphère domestique et familiale, et puis les hommes qui allaient à l'usine, dans les bureaux. Et puis à un moment, les femmes ont revendiqué leurs droits et elles ont investi massivement le monde du travail visible et rémunéré. Et donc on est passé de peut-être 30% de femmes qui vraiment travaillaient à aujourd'hui 70%. Et à ce moment-là, pendant toute cette mutation sociale, à aucun moment, on s'est posé la question fondamentale, qui est, mais qui va s'occuper des enfants à la maison ? La désertion de la sphère familiale et domestique par les femmes n'a été nullement compensée, et ni même pensée, réfléchie. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une espèce de situation taboue, alors qui concerne les femmes, mais aussi les hommes, les parents, où finalement, pas de questions, donc on essaye de faire comme si c'était possible, comme si tout ça était facile, effectivement, avec le sourire, alors que quand on a un enfant et qu'on travaille, c'est une véritable révolution personnelle, mais on doit essayer de donner le change au travail.
Et parallèlement, Anne, les parents sont devenus de plus en plus surinvestis même vis-à-vis de leurs enfants, parce que de l'autre côté, la famille, je parle de la famille qui entourait, je pense aux grands-mères, grands-pères, tout ce qu'il y a autour, n'est plus présent. Le monde a changé, on a évolué vers une société qui est beaucoup plus citadine peut-être. Et du coup, c'est ça qui explique ce surinvestissement des parents aujourd'hui aussi. Alors, il y a deux aspects. Il y a effectivement le premier qui est autour de la pression, de l'image véhiculée par les réseaux sociaux, de qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon parent. Donc, c'est le déluge de recommandations sur lequel on tombe dès qu'on ouvre n'importe quel réseau social, n'importe quel magazine. Et en parallèle de ça, il y a effectivement un entourage limité autour des jeunes parents, qui fait que finalement, on a peu de relais, peu d'aide, les parents sont loin, voire très loin, ne sont pas disponibles eux-mêmes, on n'ose pas demander un peu à d'autres personnes qu'on pourrait connaître autour, et donc il y a un peu un isolement, effectivement, de la cellule familiale, ce qui fait que les parents ont l'impression, effectivement, qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et qu'ils n'ont pas d'autre relais, et donc ils portent seuls la responsabilité de l'éducation de leurs enfants, sans avoir parfois des relais ou de l'aide qui leur permettraient un petit peu de souffler et de se dire que les enfants sont pris en charge par ailleurs. Vous dites que 70% des femmes et 20% des hommes estiment que l'arrivée d'un enfant est l'événement le plus bouleversant de leur vie. Et pour autant, est-ce que ce ne sont pas les femmes qui sont le plus impactées par ce syndrome du Wonder Parent ? C'est elles qui sont en première ligne. Alors, on a certainement plus de Wonder Mom que de Wonder Dad, même si effectivement aujourd'hui il y a une évolution vers des pères qui sont plus investis, qui veulent prendre leur part dans l'éducation des enfants, dans tout ce qui tourne autour de la maison, etc. J'entends parfois des hommes qui passent à temps partiel alors que leurs femmes continuent à temps plein. Il y a une évolution, mais pour être pragmatique, si on regarde les chiffres encore aujourd'hui, les 2/3 de la charge domestique et familiale sont portés par les femmes et 1/3 par les hommes. Donc là, c'est des chiffres INSEE récents en France. Société patriarcale qui reste là vraiment très présente, omniprésente. On a une évolution, oui, très lente en fait. Où effectivement, on essaye de passer d'un modèle à un autre, mais sans qu'il y ait vraiment de réflexion globale. Et donc, finalement, c'est des petits pas. Et c'est vrai qu'au rythme actuel, je ne sais pas combien de temps il faudra encore pour qu'il y ait vraiment un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes. Sachant que dans les années 80, les femmes, elles devaient faire à peu près 5 heures et quelques par jour. Aujourd'hui, c'est 4 heures et quelques. Les hommes devaient faire 2 heures. Aujourd'hui, ils font 2h15. Voilà. Il y a du progrès, mais lent. D'ailleurs, pour faire écho à ce que vous dites, ce matin, j'ai vu uniquement des hommes qui poussaient les poussettes, c'est le cas de le dire. Donc, on le voit dans les faits quand même, ça commence à changer, mais pas suffisamment vite. Ça veut dire changement individuel, sociétal aussi, ça on va y revenir. Être parent, c'est aussi réaliser nombre de tâches invisible. Est-ce que c'est ça aussi dont on parlait tout à l'heure qui pèse ? C'est que finalement, c'est un travail en soi. Exactement. La parentalité, ça peut vous occuper toute la journée quand l'enfant est petit, encore une bonne partie de la journée par la suite. Même un enfant, et c'est là, je trouve que c'est intéressant d'envisager la parentalité dans la durée, parce que souvent on parle des petits, des 3 premières années, dans le rapport des 1000 jours, etc. Mais la parentalité, c'est dans la durée. Il y a tous les angles morts. Quand l'enfant grandit, il y a les devoirs. Ensuite, quand il est adolescent, il peut avoir besoin d'accompagnement parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que, oui, il y a des activités extrascolaires, mais il y a aussi le bien-être des adolescents, où il y a quand même certaines fragilités aujourd'hui autour de d'un nombre, en tout cas important, d'adolescents. Et après, il y a l'orientation. Et même, et ça c'est intéressant, même quand ce sont de jeunes adultes, ça reste nos enfants. Et aujourd'hui, on a un jeune adulte sur 5 qui souffre de troubles dépressifs. C'est sorti il y a quelques mois dans les médias. Et on se rend bien compte que oui, à ce moment-là, les parents travaillent encore. Donc, ils ont aussi toujours cette double casquette de, à la fois, essayer d'être présents à leurs enfants pour, certes, passer de bons moments, mais aussi parfois les accompagner parce qu'ils en ont besoin. Et d'un autre côté, être investis dans leur travail avec les codes de l'entreprise tels qu'on peut encore les connaître aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de parents souffrent d'un syndrome de l'imposteur, quelque part, de n'être
pas totalement parent et pas totalement celui qui travaille et qui se dédie à son emploi. Est-ce qu'on souffre tous de ça, finalement ? Oui, alors moi j'appelle ça le syndrome du wonder-parent. Donc un syndrome, déjà, c'est quoi ? C'est l'ensemble des comportements révélateurs d'une situation jugée défavorable. Donc là, c'est la wonder-parentalité. C'est le fait de chercher à être parfait, aussi bien dans sa parentalité auprès de ses enfants que à son travail. Et donc derrière, c'est quoi les comportements et le syndrome ? C'est à la fois les petites purées bio faites maison, c'est l'anniversaire préparé des mois à l'avance avec le gâteau à 3 étages, des confettis partout. C'est aller à Disney alors que, franchement, on déteste les parcs d'attractions parce qu'on se dit qu'on doit le faire pour être un bon parent. Et puis d'un autre côté, c'est ne rien lâcher au travail, c'est ne pas oser refuser une mission supplémentaire. C'est être très gêné quand on arrive le matin 5 minutes en retard parce qu'on a déposé le petit à l'école et il a un peu traîné parce que ce matin-là, il chouinait, il rechignait à s'habiller. Et donc, toujours essayer d'être parfait partout, ça, c'est le syndrome qui amène effectivement un sentiment de finalement n'être jamais au bon endroit au bon moment. Puisqu'on doit être parfait, en fait, il faudrait toujours être partout et on n'y arrive pas. Et donc, on n'y arrive pas, on se sent nul dans ce qu'on fait. Quand on arrive 5 minutes, 10 minutes en retard à la réunion du matin, ça commence mal, le collègue le fait remarquer. Non, puis on a une étiquette sur le front en plus. Voilà, on se dit, je vais être vu comme parent, donc moins investi, puisque aujourd'hui la parentalité active n'est pas prise en compte. Donc c'est forcément synonyme de moins investi, moins présent. Et on a vraiment le sentiment que c'est perçu encore comme ça. Je vois bien dans les entretiens que je mène, les accompagnements que je mène, même si on pourrait dire que ça devrait être quelque chose du passé, non, c'est encore quand même très présent. Et donc, du coup, effectivement, on a le fait de ne pas se sentir complètement légitime au travail et puis en même temps d'être défaillant avec ses enfants parce qu'on ne peut pas leur accorder le temps qu'on aimerait pouvoir leur accorder pour faire tout ce qu'il faudrait faire pour eux. Ce que vous dites, c'est donc on est dans une impasse, en fait, dans une sorte d'aporie des modes de vie où finalement, on n'y arrive pas. Anne Pémira, ça veut dire que c'est une question de choix. On est obligé de faire un choix, de choisir travail ou famille. C'est inévitable. Vous disiez tout à l'heure que certains parents, coparents refusaient de repousser une mission quand on leur demandait. Ils y allaient à fond. Est-ce qu'au contraire, il y en a qui peuvent refuser une promotion pour trouver du répit auprès de leur famille ? Vous voyez ça, vous, dans les Alors oui, parents effectivement. En fait, on est dans une situation où, en tant que parent qui travaille, on est obligé de se bricoler un quotidien. On doit faire rentrer 2 journées en une, ce qui est impossible. Donc on bricole, voire plus. Parce qu'on peut avoir ses propres parents dont on s'occupe. On peut avoir aussi un enfant porteur de handicap, ce qui va être encore plus prenant en termes de temps, d'accompagnement, des visites médicales et autres. Et donc, du coup, effectivement, on va devoir donc se bricoler ce quotidien et on va devoir faire des choix, renoncer effectivement à certaines choses. Donc, parfois, ça peut être effectivement de renoncer à quelque chose professionnellement, peut-être à la 5e réunion de la journée pour passer du temps pour les devoirs de ses enfants. Ou bien, et c'est là aussi où je pense qu'il faut pouvoir se laisser justement le choix, oser. Parfois, ça peut être aussi de dire oui, peut-être à une opportunité professionnelle, plutôt que de se dire « Ah non, mais ça, c'est pas un job pour moi. Puisque je n'ai pas le temps qu'il faut, puisque je suis un parent, je ne vais pas pouvoir y arriver. » Et finalement, beaucoup de parents disent non avant d'avoir essayé. Et plus, effectivement, des femmes que des hommes. Et c'est là où je dis, il faut savoir aussi dire oui à ses aspirations, parce que se sentir bien dans son travail, avoir envie de se lever le matin pour aller travailler, c'est aussi important. Et donc, voilà, au fil de l'eau, en fonction de l'âge des enfants, de la situation qu'on a individuellement, je pense qu'il faut s'autoriser à faire des choix qui peuvent être tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, justement pour privilégier un certain équilibre au bout du compte. Ce ne sera jamais simple, puisqu'on aimerait bien pouvoir tout faire, mais on peut voir aussi comment essayer de temps en temps, effectivement, de renoncer sur certaines choses professionnellement ou au contraire avancer en se disant c'est quand même ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de faire. Il y a ce petit vélo qui tourne sans cesse dans la tête des parents, cette charge mentale dont on parle beaucoup, et puis finalement on a du mal à mettre des mots dessus parfois parce qu'elle rassemble plein de choses. Et puis il existe des outils pour l'apaiser, cette charge. Vous en avez rencontré un, c'est Calmer Parenting. Vous pouvez nous en parler, Anne, vous l'avez rencontré comment et c'est quoi d'ailleurs ? Alors, Calmer Parenting, c'est une approche de parentalité. C'est un peu, il faut le voir comme une boîte à outils. C'est pas une injonction supplémentaire pour le wonder parent en disant il faut faire tout ça. Moi, c'est vraiment de dire
il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut à la maison avec les enfants. On veut qu'ils soient plus autonomes. Ça chouine tous les matins pour s'habiller, ça devient pénible parce que finalement, ce n'est pas l'atmosphère que je veux chez moi. Là, je peux recourir à Calmer Parenting. J'aurai des outils pour m'aider à changer les choses à la maison. Alors, comment je l'ai découvert ? C'est ma trajectoire personnelle qui m'a amenée à découvrir cette approche. Alors que je travaillais dans le conseil, j'avais déjà 2 enfants. Comme vous le disiez, je me rendais bien compte que ce n'était pas arrivé avec le mode d'emploi, donc je n'étais pas vraiment la mère que je voulais être. Et je me suis posé plein de questions. Donc j'ai regardé un petit peu, du coup, comme tous les parents, j'ai cherché. Et là, j'ai découvert cette approche, donc l'approche Calmer Parenting. Alors que j'habitais à Londres, j'ai rencontré sa fondatrice, Noëlle Janice Norton. J'ai mis en application donc, les techniques, les recommandations de l'approche. Et très vite, j'ai vu comment ça a transformé notre vie de famille. C'est comme ça que j'étais impressionnée par les résultats. Je me suis passionnée pour ce sujet de la parentalité. Parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que finalement, en changeant notre façon de faire en tant que parents, pas tout, mais certaines choses, on pouvait vraiment transformer le comportement de l'enfant, améliorer le comportement de l'enfant. Et que finalement, l'enfant n'a pas de problème, je n'ai pas de problème. C'est un peu dans la façon de faire. De ne pas en faire un wonder enfant aussi, quelque part. Voilà, parce qu'on est son modèle. Exactement, oui, cette wonder pression, le wonder parent amène à se dire je vais tout faire pour mon enfant et attendre, du coup, je m'attends à ce qu'il soit finalement parfait et que quand je lui dis quelque chose, il doit le faire. Et en fait, ça ne marche pas comme ça, un enfant. Et donc, c'est comment justement arriver à être à l'écoute de soi-même pour être plus à l'écoute des enfants. Être connecté à ses propres émotions, à son propre ressenti, pour pouvoir aussi être plus à l'écoute de son enfant. Si on rentre un peu dans ce Calmer Parenting, quels sont les principaux outils que vous utilisez, vous encore, puisque vous avez 4 enfants de 11 à, vous m'avez dit 24 ans, c'est ça ? De 11 à 23 ans, exactement. Et oui, je l'utilise au quotidien, et c'est l'outil que j'utilise aussi avec tous les parents que j'accompagne, et j'en vois justement la profondeur, l'impact positif que ça a sur les familles. Donc, quelques mots sur cette approche. On a en fait un peu comme un pilier qui est le fait en tant que parent de se dire qu'est-ce que je veux pour mes enfants, être clair, réfléchir à vraiment ce qu'on veut pour eux, à la fois dans les grandes lignes, mais aussi parfois dans le détail du quotidien, sur les temps d'écran, des choses comme ça. Et ensuite, on a 5 techniques clés. Je vais les évoquer rapidement. Une première qui est autour du temps de qualité, c'est-à-dire passer peut-être peu de temps, mais du temps dédié avec les enfants. Se donner un rendez-vous ? Voilà, se donner un rendez-vous pour justement que l'enfant attend, que nous on attend. Et on sait que pendant ce quart d'heure, alors ça peut être plus si on a plus de temps, mais en tout cas il est dédié. Après, bien sûr, on peut passer du temps, on va faire en même temps la cuisine, on va lui proposer de nous aider, mais un temps où on va couper le téléphone, où on va essayer d'être avec chacun de ses enfants séparément. Ça, c'est un bon moment. Ensuite, le compliment descriptif, c'est un peu réinjecter du positif dans la journée. C'est que souvent... on fait un peu des compliments en creux, en disant « Oh, c'est super C'est super, c'est génial, tu as fait ça. » C'est très bien, c'est sans doute que les enfants apprécient, mais ça n'a pas beaucoup d'impact, en fait. Et donc, je dis, le compliment descriptif, c'est observer son enfant, prendre cette petite minute, c'est pas long, mais pour dire « Ah, mais j'ai vu que tu avais rangé ton cartable, tu l'avais pas laissé traîner dans le couloir de l'entrée. » Et en fait, c'est des petites choses que l'enfant apprécie, l'entend, et qui montrent en plus qu'on fait attention à lui. Et qui lui réapproprie sa propre autonomie, parce que c'est lui qui est maître de son action, là, quand on lui parle comme ça. Et oui, exactement, ça peut l'aider, effectivement, en plus, à devenir plus autonome, parce qu'il se rend compte que finalement, on n'est pas là pour lui répéter les choses, pour le gronder s'il n'y arrive pas, mais bien pour lui dire, quand ça va bien, on va lui dire et lui faire remarquer. Ensuite, on a une technique que j'aime beaucoup, c'est la discussion préparatoire. C'est comment être proactif plutôt que réactif. Souvent, en tant que parent, mais justement, on est pris dans cette course du quotidien, on va attendre que le problème se pose pour essayer de le résoudre. Mais à ce moment-là, on a déjà des émotions un peu fortes parce que l'enfant commencera à être excité, on est à table, il ne veut pas manger. Et là, on va essayer de corriger les choses. Mais en fait, c'est trop tard pour agir. Donc, je dis, soyez proactif plutôt que réactif. On anticipe un peu, on prépare l'enfant. Il y a une technique pour ça, assez simple. Et du coup, quand on arrive au moment de passer à l'action, c'est plus facile pour tout le monde. Ensuite, l'écoute empathique, ça j'aime beaucoup cette technique, oui. C'est être à l'écoute des émotions de l'enfant, c'est se dire quand il nous dit non, quand il refuse de s'habiller, il se passe quelque chose, il y a des émotions derrière et je vais essayer de l'accompagner. Alors je ne suis pas obligée d'être 100% présent parce que aux émotions de mon enfant, il y a des jours aussi où moi je suis fatiguée, je ne suis pas attentive, c'est pas ça passe par être à son écoute d'abord. Mais voilà, c'est en tout cas
essayer d'être soi-même à son écoute et quand et dès qu'on voit qu'il y a des émotions chez l'enfant, essayer de l'accompagner. Et ça, c'est important parce que c'est son bien-être derrière. Souvent, on va lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Mais finalement, ce qu'il ressent, on s'en occupe moins. Et donc, on peut aider l'enfant un peu à mieux canaliser aussi ses propres émotions, à gagner en maturité avec cette technique. Ensuite, il y en a une que j'adore, c'est comment ne pas se répéter. C'est demander les choses pour que le quotidien se passe mieux. C'est une façon un petit peu de demander et ça marche super bien. Donc vraiment, j'invite vraiment à aller voir cette technique si les enfants sont souvent réticents pour s'habiller, passer au petit-déj, débarrasser, enfin toutes ces petites choses du quotidien qui peuvent facilement pourrir la vie. Et puis en dernier, on a une technique autour de tout ce qui est récompense et sanctions. Alors, c'est pas la carotte et le bâton, on ne veut pas que toute notre éducation passe par là, mais c'est des petites récompenses bien pensées qui parfois facilitent justement le fait de tout ce qu'on demande. On demande quand même beaucoup de choses aux enfants. Il faut qu'ils fassent leurs devoirs, qu'ils soient plutôt bons élèves à l'école. On leur demande parfois d'être sages à table, de ne pas bouger, alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de bouger. Enfin, voilà. Donc des petites récompenses, ça peut aider. Et puis des sanctions, c'est des sanctions bien sûr respectueuses de l'enfant. On ne parle pas du coin, c'est vraiment des choses très, très douces, mais quand même qui permettent aux parents de montrer les limites quand justement les attentes qu'on a pu définir ne sont pas respectées. Donc là, c'est de quoi alléger ce syndrome du Wonder Parents dans la sphère familiale. Il y a des outils, comme ceci par exemple. Et du côté des entreprises, on en est où, Anne Pémira? Parce que là, pour le coup, on sent encore qu'il y a beaucoup de convenances qui demeurent. Et on a beaucoup parlé d'ailleurs du télétravail avec la pandémie de Covid. Est-ce que c'est la solution à 100%, ça, le télétravail? Est-ce que finalement, c'est pas le miracle absolu pour les parents, travailler à la maison et tout en étant à côté de ses enfants? Alors c'est la question, télétravail, est-ce que c'est une aubaine, une opportunité ou un piège? Globalement, je pense que c'est plutôt une aubaine pour les parents actifs parce qu'effectivement, il y a énormément de gains de temps dans les transports. En même temps, pour moi, il y a quelques écueils à éviter. Le premier écueil, c'est vraiment l'isolement. C'est-à-dire que si on est beaucoup en télétravail, on est moins avec ses collègues. Et j'ai vu des parents qui se sentaient isolés par rapport au reste de l'équipe. Et finalement, ça jouait sur leur motivation. Plutôt, ça démotivait au bout d'un moment. Donc, c'est important de trouver un peu quel est le rythme qui nous convient individuellement. Ensuite, l'autre écueil, c'est chercher à tout faire dans ces journées-là. Et justement, de se mettre une pression supplémentaire en disant, puisque je suis à la maison, il faut que j'avance sur ça, ça, ça et ça. Et finalement, essayer de tout faire. Comme là, il y a plus de parois. On parle souvent des parois poreuses entre la vie familiale et la vie professionnelle. Là, oui, elles sont complètement poreuses. On est sur place. Et donc, bien se délimiter à la fois des temps de travail et des temps où on va faire autre chose. On peut faire des courses, on peut faire du sport, on peut faire ce qu'on veut. Mais que ce soit quand même bien délimité dans le temps, sinon on ne sera pas satisfait à la fin de la journée. Et la troisième chose aussi que je vois souvent dans les accompagnements, c'est que parfois les enfants sont gardés à la maison, soit par un conjoint, une conjointe, soit par quelqu'un qui vient, un grand-parent, quelqu'un qui vient à domicile garder l'enfant. Et la tentation est tellement grande d'aller voir l'enfant dès qu'il pleure, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, pareil, on ne va pas être très concentré, on va être ni avec son enfant, ni vraiment au travail. Donc, voilà, un peu des choses à regarder en fonction de sa situation pour prendre tous les bénéfices du télétravail et pas finalement perdre en qualité de vie à cause du télétravail. Ça veut dire peut-être du télétravail 2 jours par semaine et puis du présentiel le reste du temps. C'est se trouver cet équilibre peut-être. Voilà, alors après il y a des entreprises qui ne laissent pas le choix. On va peut-être revenir sur les mesures justement des entreprises. Il y en a qui ne laissent pas le choix, donc là effectivement, mais il y en a qui sont plus flexibles, de plus en plus sont quand même assez flexibles. Et donc finalement c'est chacun qui va chercher son propre équilibre sur ce nombre de jours de télétravail. Et donc là, c'est, je pense, justement, une réflexion un petit peu personnelle, mais voilà, en regardant un peu les différents aspects. Alors évoquons les entreprises justement, il y a toujours ce culte de la performance, du présentéisme absolu, du dévouement personnel absolu de l'employé qui demeure aujourd'hui en France. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais en tout cas en France c'est très présent. Comment vous l'expliquez, Anne Pémira, que ça soit toujours aussi fort en France aujourd'hui ? On a toujours effectivement ce modèle de la carrière sans enfant qui perdure.
D'où ça vient? C'est parce qu'on n'a pas pensé justement l'évolution sociétale. On n'a pas pensé... avant, oui, on avait l'homme qui pouvait... voilà, il était autorisé à s'investir complètement dans son travail pendant que la femme s'occupait des enfants. Effectivement, maintenant, tout ça a volé en éclats sans qu'on réfléchisse au modèle de carrière en entreprise. Et donc, même si les entreprises font des efforts aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, en direction des collaborateurs et collaboratrices parents, c'est vrai que ça reste encore compliqué aujourd'hui, parce que d'un côté, même s'il y a un assouplissement côté professionnel, il y a encore aussi toutes les difficultés qu'on peut rencontrer côté personnel, sur la garde d'enfants, sur l'accompagnement aux activités extrascolaires. Comment je fais pour amener mon enfant à 5 heures au foot quand je travaille? Voilà, je renonce aux activités pour lui, il ne pourra faire ni foot ni poterie, parce que de toute façon, je ne peux pas l'amener. Voilà, donc il y a quand même plein de choses qui ne sont pas prises en compte. Côté entreprise, ce que je vois quand même, c'est certaines qui vont vers plus de flexibilité, que ce soit sur le télétravail, plus de flexibilité sur les horaires. Certaines entreprises qui vont limiter, par exemple, les horaires, dans les bonnes pratiques que je peux citer. Par exemple, pas de réunion avant 9h30 et pas après 17h30. Voilà. Je pense que ça facilite la vie de tout le monde, des parents, mais peut-être aussi d'autres collaborateurs et collaboratrices. Il y a aussi des entreprises qui se lancent dans le zéro réunion, avec plutôt tout est documenté, donc on s'échange des documents. En tout cas, des initiatives intéressantes. Après, je pense que ce qui est important, c'est comment l'entreprise gère en fait au quotidien aussi la parentalité. Est-ce qu'on a des dirigeants qui sont un peu exemplaires sur le sujet? Est-ce qu'eux-mêmes, s'ils sont parents ou s'ils ont des contraintes à côté, ils vont se permettre de partir parfois un peu plus tôt, d'avoir des horaires un peu décalés ou pas? Parce que si eux ne se l'autorisent pas, comment les gens les collaborateurs de l'entreprise vont pas oser non plus le faire. Et après, il y a aussi tout le rôle du manager, qui est un peu la clé de voûte dans l'entreprise, qui a lui sa flexibilité aussi. Est-ce qu'il va éviter de faire une réunion le jour de la rentrée, une réunion importante le jour de la rentrée, par exemple? Ça, souvent, c'est laissé à la discrétion des managers. Honnêtement, le papa et la maman n'ont pas le même statut au sein de l'entreprise une fois qu'ils sont parents. On est d'accord, non? Il y a encore pour l'avoir vécu, oui. C'est le cas encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de stéréotypes. Et j'ai un exemple qui, pour moi, est vraiment flagrant. C'est que quand une femme rentre de congé maternité, on va lui dire « Alors, tu t'organises comment avec ton enfant ?» Et quand un homme rentre de congé maternité, est-ce que vous avez déjà entendu cette question? Non, jamais. Alors justement, est-ce que les femmes savent moins bien mettre les limites que les hommes, du coup, Anne Pémira? Parce que c'est un peu l'impression qu'on a en lisant votre livre. On a moins cette faculté de dire stop, les femmes, que les hommes? Je pense qu'elles ont plus de pression. C'est-à-dire qu'il y a ces stéréotypes, toute cette évolution sociétale, et c'est pour ça que j'ai pris vraiment le temps de la décrire dans le livre. C'est pour montrer qu'en fait, c'est plus un problème systémique qu'individuel, en fait. Systémique parce que rien n'a été pensé pour justement cette parentalité active. Et comme la parentalité, avec tous les stéréotypes de genre qui encore aujourd'hui est plus portée par les femmes, oui, elles ont un peu plus de mal. Maintenant, et je pense que ça c'est important, c'est que c'est finalement un problème qui est porté individuellement, où on se dit c'est à moi d'être plus performant, c'est à moi de mieux faire. Et comme souvent les femmes se sentent plus responsables de leur parentalité, du fait de tout ce qu'on leur dit, de tout ce qu'on entend, des modèles qu'il y a encore aujourd'hui. Même si on prend parents actifs, qu'on tape sur Internet, vous verrez quand même beaucoup d'images de mères avec un bébé. Alors d'ailleurs, souvent, c'est représenté, c'est des mères qui sont hyper bien habillées, le petit chemisier impeccable, l'ordinateur devant, le bébé ou le tout jeune enfant assis à côté sur le bureau qui se tient bien. C'est complètement surréaliste, parce que le bébé aura déjà vomi 3 fois sur le chemisier, j'aurais plus rien à mettre. Plus il y a la tasse de café, elle sera sans doute déjà renversée. Et puis on a l'impression qu'elle peut travailler tout en tenant son bébé. Donc il y a vraiment une représentation complètement idéalisée de cette parentalité active. Et donc qui pèse sur, effectivement, je pense, les femmes encore aujourd'hui. Plus sur les femmes que les hommes. Et donc le fait que ce soit plus difficile de poser les limites, c'est aussi parce que parfois, on fait des choix pour elles en entreprise. Et c'est à ça, justement, que je veux un peu éveiller les consciences. C'est de dire, ne laissez pas les autres décider pour vous. Parce qu'on va dire, elle rentre de congé maternité, on va la laisser tranquille. Parce qu'elle a envie d'être tranquille. Peut-être que oui, peut-être que non. On va la changer de poste, c'est plutôt, aussi. Ça arrive. On va la changer de poste. Je connais des personnes, oui. Voilà. Et finalement, c'est justement, je dis aux femmes,
réfléchissez à ce dont vous avez envie et parlez-en. Ne comptez pas sur les autres pour qu'ils sachent ce qu'il faut faire pour vous. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment, pour moi, le livre, c'est vraiment dans ce sens-là, et c'est vraiment d'être parent conscient, et conscient justement de cet environnement dans lequel on évolue, pour pouvoir faire des choix en conscience et alignés avec ses envies, et pas des choix stéréotypés imposés par la société. Ce que vous dites d'ailleurs, c'est qu'il faut réaliser une démarche d'introspection totale, en fait. Revenir à ses valeurs, réfléchir à ce que sont nos valeurs profondes en tant que maman, papa, coparent, parent. C'est la vie intérieure, en fait. C'est Christophe André qui en parle beaucoup aussi. La vie intérieure n'est pas un luxe, mais une nécessité. Je suis complètement d'accord avec ça. Et s'écouter, c'est justement se dire, finalement, moi, quel est mon vécu, quel est mon ressenti, quels sont mes besoins qui sont satisfaits, pas satisfaits, et comment, à partir de là, je peux un peu diriger ma vie dans la mesure des choix que je peux faire, mais pour faire justement ces choix en conscience et que ce soit plus facile de renoncer. C'est vrai que si je me dis le matin, j'ai envie d'avoir un petit moment calme avec mes enfants, et j'apprécie ce moment-là et j'ai choisi ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir plus tranquillement dire au bureau, pour moi le matin, c'est pas de réunion avant 9h15. Parce que c'est ce petit quart d'heure de plus qui m'aidera à être tranquille. Et du coup, je le vivrai bien au travail parce que j'aurai consciemment fait ce choix de passer un bon moment dès le matin. La chose la plus importante pour moi, c'est d'être bien avec mes enfants. Je le fais dès le matin et j'arrive, un quart d'heure plus tard, ou même c'était une demi-heure plus tard, au travail, mais vraiment disposée à travailler. Et c'est ça, souvent, c'est ces choix-là qu'on n'ose pas faire quand on est parent. Parce qu'on doit être parfait partout, donc on a du mal à se dire « oui, mais il faut que j'arrive à l'heure, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, c'est ça qu'on attend de moi ». Par exemple, ne pas hésiter à passer en temps partiel si on estime que c'est ce qui est bon pour nous, pour sa famille et pour le travail aussi d'ailleurs. Voilà, c'est plein de choix qu'on peut être amené à faire en fonction de ses priorités. Et si effectivement ces priorités, c'est de dire oui, au travail aujourd'hui, j'arrive pas à voir beaucoup mes enfants en semaine et j'ai besoin de les voir plus, le temps partiel peut être une option, effectivement. La clé, c'est l'organisation finalement, Anne Pémira. C'est le mot-clé, s'organiser. Alors, donner plein d'outils d'ailleurs pour le faire. On a parlé de Calmer Parenting, qui est une forme d'outil d'organisation aussi, d'accompagnement, de sérénité. Mais il y en a d'autres en fait. Alors pour moi, le Calmer Parenting, c'est plutôt dans la communication en fait avec les enfants. C'est vraiment, comment on va pouvoir nous changer notre comportement pour aider l'enfant à changer son comportement. Et donc, au quotidien, c'est effectivement comment les rendre plus autonomes, des choses que nous, on souhaite pour nos enfants. Ensuite, sur le côté organisation, oui, c'est vrai. En fait, on a de l'organisation. Maintenant, c'est aussi prendre un peu de recul par rapport à ça, parce que j'entends très souvent des parents qui me disent « Oui, mais j'ai une organisation millimétrée, comment puis-je être encore mieux organisée ?» Je pense que là, j'ai zéro clé à vous apporter là-dessus. Vous êtes déjà, quand vous me racontez votre journée, comment déjà tout ce que vous avez mis en place, bravo. Vraiment, ça a été réfléchi, vraiment bravo. Le conseil, moi, que je peux donner, c'est plutôt de dire, dans tout ça, c'est quoi mes priorités ? Est-ce que je vais peut-être pouvoir enlever des choses, finalement, pour avoir un quotidien un peu plus serein ? Voilà. Et on est deux aussi, il faut que les parents soient sur la même longueur d'onde. Alors, quand on est deux parents, alors quand on est parents solo, c'est compliqué, parce que déjà. Le partage, du coup, on a plus de mal à trouver des relais. Quand on est en couple, effectivement, c'est quelle réflexion je peux avoir dans mon couple, dans les parents, coparents, pour pouvoir se répartir non seulement les tâches, mais aussi ce que vous disiez tout à l'heure, la charge mentale. Parce que finalement, en fonction du travail respectif de chacun, est-ce que c'est le 50-50 qu'on doit viser ? À chacun de voir. En revanche, je pense que ce qui est important, c'est de partager ses préoccupations. Et donc, si moi, je suis en souci sur l'alimentation de mon enfant, je vais pouvoir, si j'ai des temps un peu d'échange avec mon conjoint, ma conjointe, je vais pouvoir partager ça en disant je trouve quand même qu'il ne mange pas beaucoup, que le bébé, il refuse ce que je lui donne. Qu'est-ce que tu en penses ? Partager ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Et décider ensemble plutôt que de garder la préoccupation pour moi, prendre le rendez-vous chez le médecin, chez le pédiatre, poser la question, et puis finalement ne jamais partager avec l'autre ce vécu que j'ai avec mon enfant. Je pense que c'est important de mettre en commun. Et moi, j'appelle ça le front uni, le fait un peu de parler d'une seule voix. Et ma petite recommandation là-dessus, c'est de se garder un petit temps, 10-15 minutes chaque jour, pour échanger sur ces sujets-là. Mettre en commun avec le conjoint, la conjointe,
tous ces petits sujets du quotidien. Quand on est maman ou papa solo, c'est plus difficile encore, on est plus impacté par ce syndrome du burn-out parent. On peut l'être, effectivement, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus difficile. On se sent seul dans cette charge, la responsabilité qu'on a, et c'est vrai que ça va très loin en disant oui, mais quand je suis pas là, voilà, il y a pas d'autres parents pour s'occuper de mon enfant. Donc oui, c'est quand même, ça peut être vécu comme ça par certains parents solos. Et donc là, oui, la répartition des tâches. Donc ce que j'essaye de voir, c'est comment les parents solos peuvent accepter quand même de se faire aider, parce qu'au bout du compte, c'est leur bien-être. Être bien soi-même, parfois, ça passe aussi par prendre un peu de temps pour soi, prendre un peu de temps pour sortir, pour faire autre chose. Et ça, ils se l'autorisent peut-être encore moins que les autres. Accepter de se faire aider, ça c'est une vaste question pour beaucoup de personnes, je pense. Exactement. Et c'est pour ça, sortir du syndrome, c'est aussi se dire, on ne va pas chercher à faire tout parfaitement, même si quelqu'un ne fait pas comme je ferais exactement. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller me ressourcer, je vais aller reprendre mon souffle, m'oxygéner. Et quand je reviens, je serai mieux avec mon enfant aussi. On l'a vu, il faut avoir une réflexion individuelle, familiale, parents entre parents, maman solo, papa solo, coparents. Et puis, il y a cette idée aussi de politique plus large, globale, de prise de décision au niveau des entreprises. Anne Pémira, quelle serait, selon vous, la première décision à prendre pour améliorer les politiques parentales dans les entreprises aujourd'hui ? Alors, je pense que la politique parentale, déjà, elle devrait être plus large que l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui décide des lois sur les congés, maternité, paternité, des choses comme ça. Ensuite, il y a tout ce qui est conventions collectives, qui vont aussi décider peut-être des jours enfants malades, de la rémunération ou non du congé paternité, les accords d'entreprise, et enfin, le management de l'entreprise. Donc, en fait, on a quelque chose, c'est un millefeuille. Déjà, ça rend la chose très complexe pour les parents, qui parfois ne comprennent pas ce à quoi ils ont droit, parce qu'il faut quand même aller trouver l'info. Donc plus de visibilité, peut-être. 50% des parents disent quand même qu'ils ne savent pas très bien ce à quoi ils ont droit et qu'ils découvrent des choses parfois un peu tard. Donc déjà, donner plus de visibilité, se concerter entre ces différents acteurs du millefeuille, pour pouvoir proposer quelque chose d'un peu cohérent auprès des parents. Et pour moi, dans les pistes, il y a effectivement ce qui tourne autour du congé maternité-paternité, qui aujourd'hui est allongé très bien, mais n'est pas rémunéré, pas dans toutes les entreprises. Ensuite, il y a la parentalité dans la durée. Pour moi, il y a des mesures aussi autour de l'intégration école-activité extrascolaire pour pouvoir justement faire en sorte que je n'ai pas besoin de rentrer à 4h30 et déposer mon enfant au foot à 5h pour qu'il ait le droit de faire des activités. Et puis, il y a aussi, pour moi, ce qui est important, c'est tout ce qui concerne aussi finalement la formation des parents. Parce que comme on l'avait dit, on dit tous, au départ, on ne sait pas trop comment ça marche, là, ces petites bêtes. Et puis, une fois qu'on a compris, ils ont grandi, donc il y a d'autres choses, il y a d'autres sujets qui viennent. Et moi, je suis vraiment en faveur, je prône l'intégration au CPF des formations parentalité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre. Alors que c'est quand même la formation la plus importante qu'on puisse recevoir en tant que parent dans notre vie. En plus, on sait aujourd'hui que 80% des actifs sont parents, donc le CPF est quand même le bon endroit pour avoir des formations sur ce sujet. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas les mettre. Ça ne rentre dans aucune case. Plus de visibilité, plus de cohérence, c'est ce que vous dites. Et puis, un accès à ces formations qui devrait être obligatoire, en fait. C'est comme l'école. Ça serait l'école des parents, en fait, qui devrait être obligatoire. Il y a des grandes entreprises, Anne Pémira, qui donnent l'exemple, vous en citez quelques-unes, on ne va peut-être pas donner leur nom, mais ce sont plutôt d'ailleurs les grandes entreprises qui sont avancées sur ces sujets-là. Alors, on a un peu de tout. Moi, j'interviens aussi bien dans des grandes entreprises, vraiment des grands groupes. Après aussi, plutôt des start-up, des cabinets de conseils, d'avocats de plus petite taille. Donc, ce n'est pas forcément la taille. Donc, il y a un vrai intérêt pour ce sujet de la parentalité, avec des actions qui sont menées autour de conférences, d'ateliers, de temps de partage, parce que finalement, ça libère la parole. Pour vous donner juste un exemple, j'avais animé un atelier sur le fait d'être parent d'enfants porteurs de handicap. Et en fait, mais combien de parents m'ont dit que c'était complètement dans le déni et que ce genre d'action leur permettait justement, même parfois d'en parler au travail, pour justement pouvoir mieux aménager après leur temps, pour que ce soit mieux pris en compte par l'entreprise. Et donc, du coup, ces temps de parole, et aussi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est tout ce qui est accompagnement des collaborateurs parents, et notamment au moment des retours de congés maternité-paternité, parce que
on est quand même absent, ou absente pour les femmes, minimum 4 mois. On revient, c'est quand même, on a eu un bouleversement dans sa vie, et poum, il faudrait reprendre comme avant. Donc aider les parents à ce moment-là, hommes et femmes, à retrouver, à se réinventer un équilibre. Pour moi, ça c'est important, et ça fait partie des accompagnements que certaines des entreprises avec lesquelles je travaille proposent à leurs collaboratrices et aussi de plus en plus souvent à leurs collaborateurs parents. On le voit, vous prônez une révolution de la parentalité active pour créer à terme un mode de vie supportable pour les parents qui travaillent. Si cette révolution a commencé, le chemin semble encore long d'un point de vue sociétal. Il faut encore bousculer la mentalité de certaines entreprises et de certains patrons. Cela se joue aussi au niveau de l'État et du collectif. Alors bien sûr, individuellement, le syndrome du Wonder Parent, travailler comme si on n'avait pas d'enfants et élever nos enfants comme si on n'avait pas de travail, c'est aux éditions Payot Psy, un manuel astucieux et pragmatique pour sortir du mythe du Wonder Parent et concilier au mieux vie de famille et vie pro. Merci Anne Pémira. Merci Marine. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.